Bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Nous nous retrouvons pour ce petit moment particulier qui nous parleront de l'histoire occulte du monde, bien évidemment. Aujourd'hui, dans cet épisode, ce sera le tour de vous présenter le Sabbat, l'autre secte majeure du monde des ténèbres. Le Sabbat, c'est la guerre. La guerre contre la GN, contre la Camarilla, contre les inconnus, contre les indépendants retors, contre les chasseurs de sorcières, contre les loups-garous ou les anarques couards, même les troupeaux d'humains, et même contre le Sabbat elle-même. Pour le Sabbat, être un vampire signifie être un guerrier dans une secte sacrée contre les monstres anciens et cannibales qui ont transmis autrefois la malédiction de Caïn. Dans le Sabbat, la rivalité est très grande. Chacun déteste l'autre, pourtant ils arrivent à bosser ensemble malgré leur animosité envers les autres. Aidés par des rites, ils forment des meutes, des groupes de vampires qui deviennent au fil de temps comme une petite famille. L'histoire de la secte. Au début des temps, les membres du Sabbat se souviennent de temps immémoriaux où ils erraient dans les rues du vieux continent, tel un culte de la mort. Ils se composaient de bandes errantes semblables aux meutes actuelles et apportaient la mort et le chaos. La révolution anarque, au cours du XIIIe ou XIVe siècle selon l'historien, le clan de La Sombra s'unit et massacra son géniteur. Conduit par un meneur charismatique du nom de Graziano, les anarques La Sombra décidèrent que les anciens les opprimaient. S'ensuivit une guerre contre les anciens. Les Assamites et les anarques de tous les clans se retrouvèrent en Sicile où le grand antédiluvien La Sombra était dit s'être réfugié. Encerclé par surprise, le refuge tomba et Graziano but le sang de l'aïeul, libérant son clan de la tyrannie. Bien sûr, cette histoire varie selon le conteur. Aucun n'est venu revendiquer sa présence. Ce qui est sûr, c'est qu'entre la chute de l'aïeul et l'émergence du Sabbat, Graziano et ses suivants disparurent. Motivés par le succès des La Sombra, les Tsimis voulurent faire de même. Le clan entra en guerre contre lui-même. En tant que maîtres de l'Europe de l'Est, les anciens Tsimis menaient leur territoire d'une poigne de fer. Des lignées entières de Tsimis avaient détenu ces terres depuis des temps immémoriaux. Les domaines même des Tsimis regorgeaient de magie. Ce lien avec la terre hante encore le clan de nos jours. Cette magie empoisonna les démons, pointant contre leur père ou les faisant oublier les cruautés passées pour se rallier à la cause des anciens. L'histoire transylvanienne reflète ce chaos de la même manière que l'histoire chaotique des autres terres des Carpates. Finalement, à la fin du XIVe siècle, les démons parvinrent à déterrer le refuge du fondateur du clan. Tous se rendirent sur le site, une église dévastée sur une terre oubliée. Là, les anarques entrèrent et diabolisèrent l'aïeul, Lugoge, briseur de sang. Le meneur qui avait diablé son maître tomba en torpeur, on ne l'a plus revu depuis. Avec le succès des La Sombra et des Tsimis, dont beaucoup se nommaient antitribus pour renier leur appartenance à leur clan d'origine, le parricide s'étendit à l'Europe entière. Des enfants désabusés par le traitement de leur sire, que leur sire leur avait fait subir, se révoltèrent ouvertement comme jamais auparavant. Les anciens tombaient, entraînant souvent de nombreux enfants avec eux. La population caïnite d'Europe chuta avec la guerre. Aidés par de puissants vampires mercenaires des clans assamites, les anarques ne laissèrent rien debout, tant leur haine des anciens était grande. Aucun clan ne connut le succès des Tsimis et des La Sombra, mais tous s'essayaient. Même l'un des plus grands vampires de l'époque, Hardestat, du clan Ventrue, subit une attaque. Il survécut, mais il était évident que quelque chose devait être fait. Le chaos que causaient les anarques ne pouvait plus continuer. Peu après que la révolte anarque soit entrée dans sa phase la plus active, les vampires réalisèrent qu'ils étaient allés trop loin. Les mortels qui voyaient le chaos et la terreur autour d'eux découvrirent que les monstres habité parmi eux. Après un appel désespéré à Rome, l'humanité poussa le pape à se servir de l'Inquisition pour débouter les diables et les hérétiques. Cela dévasta la communauté vampirique encore plus que leurs luttes internes. Maintenant que les caïnites craignaient autant les torches de l'Inquisition que celles des autres clans, bien sûr, les anciens poursuivaient leurs excès et ces vieux vampires couards laissaient l'Inquisition s'occuper de leurs enfants pendant qu'ils se terraient. Finalement, tout se termina. Certains vampires puissants par lesquels Hardestat, que tout le monde croyait mort, firent appel à toute la famille. Ils prétendaient avoir trouvé une raison de mettre fin à la guerre. Cet accord, écrit sous le nom de Convention de Thorne, promettait de restaurer l'ordre et la sainteté de la race des Caïnites. Les anciens l'avaient écrit, et ne pouvaient être qu'en accord avec celui-ci. Mais les anarques et les assamites n'avaient pas le choix. Ils étaient piégés entre l'Inquisition et les anciens. En tant que corps informel, les anarques acceptèrent. Ils espéraient au moins s'assurer un retour tranquille dans le rang. En admettant leurs échecs, les anarques et les assamites succombèrent à la volonté de l'assemblée des anciens caïnites. Ce fut la fin du mouvement anarque. Résignés à ne pas se laisser faire, le retour décisif des vampires de la Camarilla, des anarques et des assamites saccagèrent Thorne.
ne laissant rien d'autre qu'une ruine fumante et sanglante. Bien qu'ils aient encore besoin de s'organiser, c'est par les actes de cette nuit que furent fondées la secte du Sabbat. Les villes habitaient la Camarilla et le Sabbat. La guerre continua entre les deux factions s'opposant par des attaques éclairs. Le Sabbat apprit que des vampires de la Camarilla tentaient leur chance sur le nouveau continent. Voyageant seuls pour s'offrir des terres là-bas, loin des anciens d'Europe, le Sabbat y vit une nouvelle opportunité. Et c'est ainsi que la guerre entre la Camarilla et le Sabbat arrive aux États-Unis. Le Sabbat n'était pas organisé, c'était là son principal défaut. Cela se retourna même contre lui et ouvrit la guerre civile du Sabbat. Les La Sombra et les Tsimis, qui étaient les clans les plus peuplés au XVIIIe siècle, se mirent à s'affronter. La lutte déclenchée et motivée par l'épuisement rapide des ressources du Nouveau Monde. Les villes étaient peu nombreuses et éloignées, rares étaient les Caïnites qui voulaient survivre dans la nature, surtout avec les lupins dans les parages. Les villes étant devenues la principale ressource pour les vampires, cela généra des luttes internes pour contrôler le bétail qui leur permettrait de se nourrir. Le Sabbat, trop occupé à se battre entre clans du Sabbat, ne vit pas l'arrivée et la prise de position de la Camarilla dans le Nouveau Monde. Le Sabbat fit sa propre introspection et se recentra sur ses objectifs. La Camarilla et les aïeuls firent le pacte d'achat, qui est une référence à l'achat de la Louisiane par la France. Ce pacte interdisait expressément les conflits internes dans la secte. C'est un grand pas dans l'histoire de la secte. Le pacte d'achat arriva trop tard et la Camarilla avait déjà placé son influence sur la côte ouest des États-Unis, avec la ruée vers l'or principalement. Le Sabbat établit ses forces au Canada et au Mexique. La Camarilla fut poussée vers l'ouest par les assauts du Sabbat venant du nord et du sud. Les La Sombra et les Tsimis se blâmant mutuellement pour la perte des États-Unis, la seconde guerre civile du Sabbat arriva. Elle faillit détruire le Sabbat. La présence du Sabbat était trop faible au Canada pour tenir des positions, et finalement la Camarilla prit de nombreuses villes au Canada. Le Sabbat, manquant d'effectifs pour les tenir, dut reculer. Finalement, après la perte de ces territoires, les vampires mirent leurs différends de côté. Il y eut un grand concile à New York regroupant tous les hauts membres du Sabbat. Ils reconsidèrent leur engagement, parvinrent à un accord, ils appliquèrent le Code de Milan. C'est une série d'articles sur l'idéologie du Sabbat en théorie depuis sa création. Ils y ajoutèrent des addenda au présent code. Donc les addenda, ce sont des articles supplémentaires, des ajouts. Le Code de Milan, article 1. Le Sabbat apportera son soutien inconditionnel aux régents de la secte, qui luttent contre toutes les formes de la tyrannie, et assure la totale liberté de l'organisation. Si nécessaire, un nouveau régent sera élu. Article 2. Tous les Caïnites du Sabbat feront de leur mieux pour servir leurs dirigeants tant que ces derniers obéissent aux volontés du régent. Article 3. Tous les Caïnites du Sabbat observeront scrupuleusement tous les auctoritas ritae, les rites d'autorité. Article 4. Tous les Caïnites du Sabbat respecteront leurs paroles d'honneur les uns envers les autres. Article 5. Tous les Caïnites du Sabbat traiteront leurs pairs en égaux et avec justice. Pour contribuer à la force et l'unité du Sabbat, si nécessaire, ils subviendront aux besoins de leurs frères. Article 6. Tous les Caïnites du Sabbat feront passer l'intérêt général de la race des Caïnites avant leur intérêt personnel, quel qu'en soit le prix. Article 7. Ceux qui déshonoreront ce code seront déchus de leurs droits, indignes de l'aide que pourrait leur fournir le Sabbat. Article 8. Il en sera à jamais, comme il l'a toujours été, la lex talionis constituera le modèle d'une justice éternelle à laquelle l'ensemble des Caïnites du Sabbat devront se conformer. Article 9. Tous les Caïnites du Sabbat se protégeront les uns et les autres des ennemis de la secte. Les rivalités personnelles resteront du domaine du privé, à moins qu'elles ne menacent la sécurité de la secte. Article 10. Tous les Caïnites du Sabbat protégeront les territoires de la secte et des influences étrangères. Article 11. L'esprit de liberté restera l'un des principes fondamentaux de la secte. Tous les Caïnites du Sabbat seront donc libres vis-à-vis de leurs dirigeants. Article 12. Le ritus de Monomachie permettra de régler les différends opposant les Caïnites du Sabbat. Article 13. Tous les Caïnites du Sabbat soutiendront la main noire. Voilà pour le Code de Milan, initialement fondé. Les addenda de la rencontre de New York sont les suivants. Article 14. Tous les Caïnites du Sabbat ont le droit de surveiller le comportement et les activités de leurs pairs pour préserver liberté et sécurité. Article 15. Tous les Caïnites du Sabbat ont le droit d'exiger le rassemblement d'un conseil de leurs pairs et de leurs supérieurs directs. Article 16. Tous les Caïnites du Sabbat doivent agir contre leurs pairs et usent des pouvoirs et de l'autorité qui leur ont été conférés par le Sabbat à des fins personnelles et aux dépens de la secte.
Les sanctions seront prises dans un cadre validé par un quorum de Prisci. Alors pour info, le terme Prisci est en fait le pluriel de Priscus, qui sera décrit après dans la hiérarchie de la secte. Ce code arriva une nouvelle fois un poil trop tard. Il garantit une paix relative jusqu'à la troisième guerre civile du Sabbat, qui ne dura que 100 nuits à la fin de l'année 1957. La violence fut provoquée par un coup d'état manqué par un Broudja anti-tribu et fut réglée par la diplomatie. De cette troisième guerre civile, un groupe de caïtifs émergea, réuni autour de Joseph Panders, un Broudja anti-tribu. Ils avaient pris son nom et se faisaient appeler les Panders. Après un accord, ils purent devenir une lignée et reconnus comme entité séparée du Sabbat. Les clans du Sabbat sont les Lasombra, les Tsimis, les Assamites anti-tribu, les Broudja anti-tribu, les émissaires des crânes, les frères de sang, les Gangrel anti-tribu, les Kiyazides, les Malkaviens anti-tribu, les Nosferatu anti-tribu, les Panders, les Ravnos, les Salubriens anti-tribu, Serpents de la Lumière, les Toréadors anti-tribu et les Ventrous anti-tribu. Vous constaterez qu'il y a beaucoup d'anti-tribus qui renient leur clan d'origine. L'organisation de l'épée de Cain, donc la fameuse hiérarchie et leur grade, qui sera décrite du haut vers le bas. Le régent, le big boss du sabbat, celui qui le contrôle et le dirige, il est supposé coordonner les plans à grande échelle de la secte. Soutenu par un concile de puissants vampires, le régent a en fait peu d'emprise sur la secte. Les jeunes rejettent cette figure d'autorité, les anciens tendent les règles à leur avantage. Ses tâches consistent principalement à s'entretenir avec les sommités de la secte, à écouter leurs rapports des avancées, comploter contre d'autres vampires de la secte ou extérieurs, ça n'a pas d'importance, et de décider des manœuvres tactiques ou stratégiques à entreprendre. S'entretenir avec les influences et les mouvements, la présidence des rites et le règlement des innombrables intrigues vieilles de plusieurs siècles. L'actuel régent du sabbat, ou plutôt l'actuelle régente, est Mihinda Galbraith, une antitribu toréador. Elle réside à Mexico. Elle est assez peu aimée de ses subalternes, qui disent d'elle qu'elle se contente d'offrir du pain et des jeux au sabbat. Les cardinaux. Ils supervisent les affaires du sabbat dans de grandes régions, ils supervisent les archevêques, ils coordonnent le sabbat dans leur ville et dirigent la grande djihad. Ils ont un immense pouvoir car leur influence s'exerce sur de grandes distances. Le poste de cardinal est bien plus qu'une direction régionale. Ils dirigent les croisades, mettent une ville à sac, ne sert à rien car elle est inutilisable par la suite. Leur tâche est de rassurer leurs pairs politiques et leurs supérieurs, prouvant leur valeur en tant que cardinaux en faisant progresser la grande djihad. Par ailleurs, ils doivent faire preuve de prudence et de retenue, car ils transforment leur ville en brasier, cela diminuera leur valeur. Le Priscus sont des vampires d'un grand âge au pouvoir étendu, ils sont choisis par un concile pour y devenir conseillers. Ils n'ont presque pas de pouvoir temporel, ils ne sont pas responsables du maintien de l'influence du sabbat sur une ville, pas plus qu'ils ne doivent organiser des sièges ou d'autres efforts de guerre. Ils apportent plutôt leur perspicacité unique aux autres membres de la secte, particulièrement aux régents, cardinaux et archevêques. Ils sont souvent acquis une influence politique, habituellement aux dépens de ceux qui leur ont fait faux bond. Aucun vampire n'a eu ce poste avant ces 200 ans. Les archevêques, ils traitent les affaires courantes des villes, ce sont souvent les vampires les plus puissants du lieu. Désignés par un cardinal d'une région, ils sont responsables de tous les vampires de rangs inférieurs. Ils doivent ainsi veiller à garder la ville selon les intérêts du sabbat, qui, bien entendu, ne concordent pas toujours avec les intérêts des mortels d'une ville. La plupart des archevêques défendent des politiques de protection similaires à la mascarade. Cependant moins stricte, l'attitude du sabbat envers les mortels ressemble plus à du mépris que de la discrétion. Il est plus souvent facile de tuer un mortel qui a vu un vampire et que d'effacer ses traces. Il est l'autorité spirituelle de la ville. La plupart étaient prêtres de meute auparavant. Ils détiennent des rôles actifs dans de nombreux auctoritas ritae, locaux ou régionaux. Les évêques. Si une ville n'a pas d'archevêque, elle abrite un conseil de 3 à 5 évêques. Selon la taille de la ville, similaire des archevêques, ils maintiennent la cité sous influence. Ils doivent s'occuper de l'éducation spirituelle des vampires qui y habitent. Les ductus. Meneurs de meutes individuels, les ductus ont leur propre charge. La plupart des meutes comptent entre 3 et 7 membres. Les ductus ont des meneurs de bande ou des chefs de petites tribus. Le titre de ductus est principalement honorifique. C'est un peu le leader, mais c'est le signe de la reconnaissance des autres membres de la meute.
et s'accompagnent d'une certaine autorité. Ils peuvent convoquer des esbats, qui sont des rencontres entre meutes. La plupart se tiennent toutes les semaines. Lors des esbats, le prêtre effectue les rites les plus importants, qu'on verra plus tard. Le ductus présente les progrès de la meute et assigne de nouveaux objectifs et rôles. Par exemple, il peut désigner à un des membres de se débarrasser des cadavres, à un autre de s'occuper du refuge, à un autre d'obtenir quelques infos. Les prêtres de meute, ils sont responsables du bien-être spirituel dans la meute. Second à commander après le ductus, c'est un peu le bras droit, il conduit les rites suivis par la meute. Il en conçoit également pour le seul usage de la meute, cela crée des liens et donne une identité à la meute. Les membres deviennent des gens de valeur unis par une vraie tradition. Toutes les meutes ont au moins un prêtre, certaines plus vastes et rares en ont deux. Si le ductus meurt, le prêtre dirige la meute jusqu'à ce que l'évêque ou l'archevêque désigne un nouveau ductus. Les prêtres détiennent une responsabilité immense. Ils doivent préserver leurs camarades de meute de l'infernalisme et empêcher la bête de devenir incontrôlable. Très souvent, les prêtres ont abandonné leur humanité pour suivre la voie de l'illumination à la place. Ils se doivent d'encourager leurs camarades à choisir leur propre voie, en conséquence de quoi le prêtre sert aussi de conseiller autant que de sorcier. Les Templiers, connus également sous le nom de paladins, ce sont des gardes du corps d'élite désignés par un évêque ou un de ses supérieurs. C'est un grand honneur pour un Kainite d'être nommé à ce poste. Ils ne peuvent pas être membres de la main noire. Voilà pour la hiérarchie. Nous allons passer maintenant aux principales factions du sabbat. La main noire. La main noire, c'est une secte dans la secte. Elle regroupe quelques vampires qui se sont distingués au sabbat. Elle n'est pas totalement indépendante. Tous ses membres sont loyaux envers le sabbat. Elle est composée de différents clans, mais attire principalement les Assamites et les gangrels anti-tribus. Le groupe se disperse parmi les autres. Il existe de rares meutes composées exclusivement de membres de la main noire. Conçue comme une milice spéciale, c'est une force militaire à la disposition des meneurs du sabbat. Elle est spécialisée en allant de l'intrigue au combat, du renseignement à l'assassinat. Elle n'est jamais active trop longtemps, elle l'est pour les besoins de sa mission. Faire appel à la main noire, c'est faire appel au gros calibre. Les faire venir pour rien porte l'opprobre sur le dirigeant qui l'a demandé. Ils sont spécialisés en bris de mascarade, infiltration de ville. Ils sont la plupart du temps utilisés pour les croisades. Les membres de haut rang choisissent qui intégrera la main noire. Le recrutement au sein de la main noire n'est pas de tout repos, le candidat est soumis à plusieurs épreuves telles que le combat, l'endurance, la force, la volonté, la ruse ou seulement certains d'entre eux. Quand la main noire teste l'un de ses candidats, beaucoup de mortels sont laissés pour morts. Une fois le test réussi, le candidat se verra attribuer un mentor qui sera chargé de lui enseigner les manières de la faction et l'art d'être un bon soldat au sein de la secte. Les membres de la main noire ont une marque distinctive. La faction scarifie ses membres d'un sigle mystique et permanent dans la paume de la main droite. Cette marque peut être cachée, mais jamais enlevée. L'appartenance au groupe est jusqu'à la mort, on ne le quitte pas. La hiérarchie dans la main noire. Les membres haut placés sont appelés les séraphins. C'est un conseil militaire pour la faction. Ils sont au nombre de 4 et répondent directement aux régents. Sous les séraphins viennent les dominions, des meneurs de la secte qui organisent des régiments particuliers, et puis, dans ces régiments, sergents, lieutenants et piétailles qui dirigent la plupart des opérations. L'Inquisition du sabbat. Ils sont chargés de traquer les hérétiques et les infernalistes. Elle fut établie pour combattre ceux qui suivaient la voie des révélations maléfiques, cachées au sein du sabbat. Elle a rencontré un franc succès ces dernières années grâce à des performances notoires à Détroit et Montréal. Elle ressemble en tout point à l'Inquisition des mortels. Lorsqu'elle accuse quelqu'un d'infernalisme, l'accusation ne sera pas facilement levée. La faction utilise la torture comme leurs équivalents humains. Elle compte une trentaine de membres. Tous sont des membres respectés et dignes de confiance du sabbat. Les cellules d'inquisiteurs voyagent à travers les territoires détenus par le sabbat, jugent et délivrent des punitions. L'Inquisition est une entité politique capable de destituer ses dirigeants, hormis le régent. C'est le seul qui possède une immunité. Les membres de la main noire ne peuvent pas postuler pour l'Inquisition et vice-versa. La faction loyaliste se revendique comme le vrai sabbat. Elle se veut issue des vampires qui se sont débarrassés de leur maître et se sont emparés de leur liberté. Les autres membres du sabbat voient en eux des anarchistes, des sociopathes et des enfants gâtés qui veulent bénéficier de la malédiction de Cain sans en avoir les responsabilités. La philosophie des loyalistes est simple, chaque vampire est son propre maître. Les factions moindres, ou dites mineures, le statu quo. Le statu quo, il se contente des choses comme elles sont.
Elle sait que le changement est quasi impossible et accepte la nature des vampires. La grande djihad continue pour le meilleur et pour le pire. Vient ensuite les modérés. Ils s'opposent à ce qu'ils considèrent comme une rigidité grandissante au sein de la secte. Des édits comme le pacte d'achat ou le code de Milan, révisés, limitent leurs droits des individus pour le bien d'un petit nombre. Bien qu'ils ne soient pas aussi véhéments que les loyalistes, ils s'opposent à la promulgation de règles et de lois qui n'ont pas leur place parmi les créatures comme les vampires. Ils reconnaissent avoir besoin d'ordre et de structure, mais pas celui d'obéir des règles arbitraires. Ils s'opposent au siège et aux croisades et n'hésitent pas à poser des questions si un ordre semble fou ou imprudent. Les ultra-conservateurs. Ce sont les membres les plus âgés du sabbat, ils favorisent la centralisation et l'autoritarisme. Ils espèrent transformer le sabbat en force militaire tournée contre les antidiluviens et la camarilla. Le temps de la liberté est dépassé, clament-ils. Ils préfèrent les meneurs forts et favorisent la monomachie afin que les faibles soient éliminés au cours de duels ritualisés. Les Tsimis du vieux continent, ils ne prêtent pas vraiment d'importance, ils sont dans leur ruine de châteaux froids et humides, au moins ils ne complotent pas. Les La Sombra anti-tribus, bannis et haïs de leurs frères La Sombra, nombreux sont ceux qui ont embrassé une non-vie de pirates sur les océans. Quant au reste, ils se cachent de peur d'être détruits par un ancien. L'ordre de Saint-Blaise, ce sont des vampires qui vivent parmi la hiérarchie de l'église catholique. Les enfants du dragon, c'est un ordre de chevalerie de Simis. Ils sont plus hérités des Grecs que des Slaves originaires de leur clan. Leur objectif reste inconnu. Il semble avoir un clivage entre les Simis et eux. Les infernalistes, adorateurs du diable sataniste, ceux qui suivent la voie des révélations maléfiques. Ils sont la maladie qui ronge le sabbat plus qu'une faction qui le compose. Ils s'occupent d'eux-mêmes avant tout. Ils ne sont pas structurés, ne s'associent que rarement, concluant des pactes avec les démons. L'infernaliste est un solitaire pour le sabbat. Être un esclave d'un démon n'est pas le but de liberté revendiqué par la secte, c'est pourquoi l'Inquisition a été créée. Les rites du sabbat, les Auctoritas Ritae, le lien. Tous les membres du sabbat, de la plus basse recrue au régent, participent au lien. Le lien est un vœu formel d'allégeance à la secte. La cérémonie s'ouvre par une récitation de l'interprétation de la meute des credos de la secte. Il se réalise au solstice d'hiver. Ce rite est conduit, s'il le peut, par un évêque ou archevêque. Le rite se déroule idéalement sur une plage ou un bord de rivière ou d'une cascade, bref, d'un point d'eau si possible. Le rite s'achève souvent par une volderie, décrit plus tard, et par le vœu de protéger les secrets du sabbat. Le bain de sang. Ce rite a lieu dès que des meneurs veulent reconnaître la prétention d'un vampire au poste de dirigeant, comme celui d'évêque, de cardinal. Tous ceux qui servent ce nouveau chef doivent y participer. Ne pas venir sans raison valable est un grave manquement envers le nouveau dirigeant, qui s'exposera à des sanctions, bien évidemment. Le prêtre conduit le rite, tous les meneurs de la secte sont présents, puis les autres membres viennent s'agenouiller et exprimer leur appui ou leurs allégeances aux caïnites, tout en versant de leur sang dans un grand bassin. Le vampire nouvellement promu loue ou conseille tous les vampires présents en insistant sur ce que le sabbat gagne à partager leur sagesse. Puis il se baigne dans le bassin rempli de sang, où tout le monde boit au bassin. Cela symbolise qu'il partage de bon cœur tout ce que le meneur pourra leur offrir. Le festin de sang. Il sert de nourriture, mais aussi de moyen d'exprimer le désir du sabbat d'exister en tant que prédateur ultime. Le festin de sang est un repas rituel où tous les calices captifs sont pendus au plafond, attachés à des sculptures ou immobilisés. Les vampires présents s'y nourrissent à volonté. Le festin en lui-même est plus un rassemblement social qu'un rite structuré. Nombre de membres font des entrées remarquables habillés sur leur 31. En préparation sur un festin de sang, une meute spécialement créée ou un groupe de chasseurs va chercher des humains. Il y a de nombreux cris d'applaudissements et de crissements de canines lorsque les chasseurs présentent leur festin du soir aux plus hauts membres présents. L'officiel en question reçoit chaque victime et remercie les donneurs d'un baiser sur le front. Il passe alors les victimes aux assistants choisis pour les préparer. Ces dernières attachent les mains et les pieds des victimes et les laissent pendre à hauteur de tête, ou bien les attachent ou les clouent à des objets pour les empêcher de bouger. Il précède les préparations. Les ghouls sont les membres inférieurs qui préparent les lieux de la fête en y plaçant les calices. Après l'arrivée des invités, le prêtre, l'archevêque, le responsable de la cérémonie, effectue le rite dédiant les calices au sabbat. Les caïnites présents mordent et se nourrissent de sang frais. Ils lèchent souvent les blessures pour ne pas gaspiller de sang. Les rites de création. À entendre les vampires extérieurs de la secte, les vampires du sabbat sont créés à la va-vite. Une fois transformé, le vampire n'est rien aux yeux des membres du sabbat, il doit faire ses preuves, que ce soit au combat ou à l'intrigue. Ceux qui ont fait leurs preuves bénéficient du rite de création. Les rites de création
ont toujours lieu en la présence d'un prêtre. Le rite lui-même est assez simple. Le prêtre touche le front de l'initié avec un tison enflammé qui lui fait prononcer un vœu d'allégeance. Cependant, la cérémonie qui précède le rite varie grandement. Tout dépend du père. Certains panders et Broodjanti tribus ont des cérémonies qui ressemblent aux entrées dans les gangs. L'enfant est donc roué de coups jusqu'à ce que le père décide que cela suffit. Les cérémonies de Simis sont bien plus civilisées et formelles. Elles incluent la récitation de son lignage et quelques louanges adressées au père. D'autres ne tiennent pas de cérémonie, car ils estiment avoir eu toutes les preuves nécessaires des aptitudes du vampire. D'autres aiment les jugements byzantins ou autres actes bizarres comme la bestialité, l'enlèvement, le meurtre. Le rite sert divers buts, à la fois pratiques et symboliques. La flamme aide à réduire la peur que les nouveau-nés ou les nouveaux membres ont peur du feu. La cérémonie est là pour expliquer les devoirs d'un membre. Immédiatement après le rite de création vient la volderie, qui lie le Caïnite à sa meute, sa nouvelle famille immortelle. Le Festivo dello Estinto, le festival des morts, a lieu durant toute la deuxième semaine de mars. Tous les membres du sabbat d'une ville y prennent part, et même des meutes nomades viennent spécialement pour l'occasion. Le but est de se réjouir d'être un vampire, de célébrer l'immortalité en se moquant de la mort et de la pourriture. La célébration culmine par un festin de sang aux proportions épiques. Des volderies s'effectuent toutes les nuits dans les meutes. Une occupation populaire utilise jusqu'à 6 participants du sabbat en compagnie de chacun d'une victime humaine vivante. Les vampires se servent de tous les moyens possibles pour démembrer et tuer la victime en causant le plus de souffrance possible sans trop gaspiller de sang. Les résultats sont donnés par un panel de juges et le gagnant a l'honneur de tirer le premier sang lors du festin suivant. Donc le premier sang, c'est le vampire qui pourra boire sur un calice, une offrande qui était attachée. C'est un immense honneur au sein de la secte. La danse du feu. Pour la plupart des vampires, le feu est quelque chose à éviter, craindre et respecter. Pas pour le sabbat. Il le craint, mais ne rechigne pas à l'employer contre ses ennemis. D'une certaine manière, cette témérité montre le fanatisme de la secte. Elle utilise quelque chose d'anathème aux vampires contre ses ennemis, espérant ainsi détruire le plus d'ennemis que de membres dans ses rangs. Pour appartenir au sabbat, il faut affronter le Rotschreck et le maîtriser. De plus, cette maîtrise du feu permet au sabbat de l'utiliser contre les autres. Le Rotschreck est la frénésie contre le feu. Le jeu d'instinct. Les vampires du sabbat s'engagent dans de nombreux jeux arbitrés par les prêtres de meute, qui ont pour obtenir leurs instincts de prédateurs. Ils jouent aux Indiens, aux cow-boys, se tirant dessus, en comptant sur la résistance naturelle des vampires aux dégâts. Ils ne se soucient peu que les humains les voient, faisant passer cela pour une fusillade entre gangs. La monomachie. Parmi les vampires aussi bornés et violents que ceux du sabbat, les différences d'opinion sont inévitables. La vaste majorité sont démêlées avec toute la civilité et la raison que le sabbat peut réunir. Lorsque 2 membres ou plus sont incapables de parvenir à un accord, le rite de monomachie sert à régler le problème. Pour un observateur néophyte, cela ressemble à un duel à mort. De ses rangs les incompétents, la secte se fortifie. Traditionnellement, le gagnant de la monomachie diable son adversaire. Elle n'est pratiquée que parmi les membres de plus haut rang. Les jeunes sont trop violents et impulsifs pour reconnaître la gravité d'un combat à mort, et y auraient recours dès qu'un camarade de meute aurait touché à l'un de leurs calices préférés. La Pala Grande. Le grand bal a eu lieu la veille de Toussaint. Tous les membres du sabbat d'une ville doivent s'y rendre, y compris les meutes nomades. Ces dernières se rendent dans les villes les plus proches car elles ne souhaitent pas manquer les festivités. Le membre du plus haut rang de la ville préside l'événement, et le prêtre le plus renommé de la ville commence la célébration. Elle se tient dans un endroit public, comme un auditorium ou un parc. Il faut que la majeure partie des réjouissances se déroule sous les yeux des humains. En fait, le sabbat arrange les grands bals pour qu'ils ressemblent à des rave parties ou à des festivals publics. Ils font parfois même payer l'entrée aux humains pour le privilège contestable d'assister à l'événement. Les vampires font tout pour créer une atmosphère de fête. Ils embauchent des serveurs, ils fournissent alcool et autres rafraîchissements pour leurs invités. Comme dans la haute société, les vampires rivalisent pour avoir les costumes les plus élaborés. Les démonstrations les plus spectaculaires et inhabituelles sont souvent dues à quelques anciens simis accomplis dans l'artisanat de la chair. La trahison d'Abel par Cain est jouée. Après le dernier acte de la pièce historique, tous les membres du sabbat se retirent du festin.
du festin de sang afin d'assister à une version spéciale du bain de sang. Les sermons de Cain. Il consiste en une réunion autour des légendes de Nod. Peu d'exemplaires existent car l'histoire des vampires s'est faite oralement. La Volderie. Elle est similaire au lien de sang mais diffère dans ses intentions et ses fonctions. Aucun membre du sabbat ne se laisserait lier de son plein gré. Ils savent que ces liens sont des outils que les anciens utilisent pour asservir leurs enfants. Mais ils se laissent aller à la Volderie, se liant à la meute et non à un individu. Ce geste renouvelle leur attachement à la grande cause de la secte. Ceux qui ignorent les détails de la Volderie pensent qu'il ne s'agit que de mélanger de la vitae des vampires dans un calice et d'y boire. En réalité, c'est bien plus mystique. Pour commencer le rituel, le prêtre prend un outil réservé aux Volderies et se coupe le poignet. L'outil rituel peut être un couteau, un rasoir d'argent ou un poinçon. Pour que le rite prenne toute sa gravité, de nombreuses meutes utilisent des tranchoirs rituels décorés de spirales ou de gouttes de sang. Le prêtre laisse alors couler son sang dans le calice et fait passer l'outil à chaque membre présent. Tous font de même, se coupent et se laissent écouler le sang dans le calice. Ce dernier refait alors un tour de main en main, et le prêtre récite une incantation faisant de la Volderie un terrible sacrement pendant que chaque membre boit une gorgée de vitae. Donc vitae, je précise, c'est le sang d'un vampire, ce n'est pas du sang humain. La Volderie peut avoir lieu à tout moment. Avant les assauts, durant les réunions importantes, lors de l'initiation ou le rite de création d'un nouveau membre, et à chaque esbat. Ce rite est certainement le rite fondateur de la secte, et il est pleinement apprécié. Le résultat de ce rite est connu sous le nom de vinculum, ou lien de sang. Ces liens rassemblent les membres de la meute et engendrent une loyauté mutuelle, en plus de renforcer leur morale. Cependant, suite à la nature mystique de la Volderie, le vinculum est imparfait. Ce qu'un membre de la meute ressent pour un autre peut être pâle en comparaison de ce qu'il ressent envers un troisième. Les niveaux de vinculum peuvent changer dès qu'une Volderie est célébrée. Sans loyauté et la collision créée par le rite, le sabbat s'effondrera probablement sous son propre poids, et le chaos et l'anarchie inhérents à la secte éroderaient son peu d'organisation. Ceux qui refusent la Volderie ou s'y opposent sont mal perçus. Ceux qui ne partagent pas au moins une fois par mois avec leurs camarades de meute sont au mieux frappés d'ostracisme, au pire ils serviront de calice lors d'un festin de sang ou détruits immédiatement. L'opération de guerre. Le sabbat aime la diablerie et la destruction d'anciens. Ce rite dangereux facilite ses deux besoins. Il consiste en de multiples meutes qui luttent pour le sang d'un ancien qui n'appartient pas au sabbat. La chasse à ces puissants vampires n'est pas entreprise à la légère, et la secte met donc toutes ses chances de son côté en envoyant de multiples meutes contre l'ennemi. Bien entendu, les meutes participantes, l'une les unes contre les autres, pour avoir le privilège de tuer et diaboliser l'ancien la première. Ces combats ne vont jamais jusqu'à la mort car les meutes réservent leur violence pour la cible. En préparation à une opération de guerre, les meutes participants se rassemblent et célèbrent. Elles peuvent effectuer une danse du feu, écouter des sermons de Cain, participer à un festin de sang ou une Volderie. Le meneur de l'opération, habituellement le prêtre le plus expérimenté ou de plus haut rang, expose le défi aux meutes assemblées. Le meneur se tient devant tout le monde, il demande à chaque meute « Venez-vous librement faire la guerre et chargez-vous de cette noble cause jusqu'à ce que jaillisse le sang de l'ennemi. » Les meneurs doivent répondre un « Oui » tonitruant. Ce n'est qu'après que les meutes se soient engagées qu'est révélée l'identité de la cible. Une meute sera gravement humiliée si elle recule après s'être engagée dans ce jeu très dangereux. Durant le reste de la nuit, les vampires festoient et se préparent à la chasse du lendemain soir. L'opération de guerre part après sa proie, la nuit suivant le défi. La chasse commence alors, les vampires du sabbat sont sur le pied de guerre, ne reculant devant rien, pour abattre leur proie. Ils tuent, brûlent ou écrasent tout, tous et tout, ce qui se dresse entre eux et la cible. En fait, une fois qu'ils sont entrés dans le refuge de la cible, ils ne se donnent pas souvent la peine de passer par les couloirs et les portes, ils passent littéralement à travers les murs pour trouver le sanctuaire intérieur de la proie. La compétition pour obtenir le sang de l'ancien est rude. Le sabbat reconnaît généralement le droit du premier vampire à planter ses canines dans la victime. Bien entendu, une simple morsure n'est pas synonyme de victoire. Peu d'anciens renoncent aussi facilement à leur sang. Évidemment, une fois que la meute a trouvé l'ancien, une lutte épique s'ensuit. Il se peut que l'ancien parvienne à s'enfuir ou à convaincre la meute affamée de le laisser partir. Il a déjà été vu
des pâtés de maison entiers se soient écroulés lors du combat, alors que les pouvoirs des damnés se déchaînaient sur la tête des envahisseurs. Les vampires des deux sectes se rencontrent le plus souvent lors des opérations de guerre, car de nombreuses cibles sont des anciens de la Camarilla. Rien, hors de la mort ultime, ne peut empêcher les meutes de remplir leur mission. Il en résulte de nombreux dégâts matériels, des combats contre d'autres vampires de la Camarilla ou des anarques, ainsi que des batailles générales. Il se peut même que des meutes se sabotent entre elles, mais ces tactiques ne servent généralement qu'à faire diversion. Elles n'ont pas pour objectif de faire de réels dommages. La meute gagnante est celle dont un membre consomme le premier sang de l'ancien. La cible, non vivante ou morte, ou un morceau significatif doit être ramené à l'endroit où le défi a été lancé. Le meneur des opérations accepte ce trophée et accorde sa bénédiction au vainqueur. Une fois le gagnant officialisé, tous les paris sont réglés et une autre célébration prend place. La chasse sauvage, l'un des plus grands crimes qu'un membre du sabbat puisse commettre, est de devenir traître. La secte tient à protéger ses secrets, et si un membre révèle un secret à l'ennemi, il sera sévèrement puni. Si une information vitale s'échappe, le prêtre peut appeler une chasse sauvage. Elle ressemble à une chasse au sang, mais se termine avec l'éradication du membre fautif accompagné de toute personne, vampire ou bétail, qui a eu accès à cette information. Tous les membres du territoire y sont conviés. Rien ne peut se mettre en travers d'une chasse sauvage. Évidemment, la gravité de la chasse dépend du traître. Les meutes doivent corriger les leurs, alors que les traîtres de haut rang attirent l'attention des archevêques, des priscus, des cardinaux et ceux qui les servent. La nécessité veut que tous ceux qui ont transmis ou appris des secrets du sabbat doivent être détruits, et toujours de manière à faire comprendre qu'une telle violation est intolérable. Le prêtre réunit le sabbat local et l'invite formellement à la chasse. Cela se fait de manière similaire au début d'une opération de guerre. Une fois attrapé, le fautif se voit planter un pieu et immobilisé. La meute l'emmène devant le ductus ou le prêtre qui édicte ses crimes devant ses camarades. La meute tourmente alors l'offenseur de la manière qui lui convient, le fer rouge, la vicissitude et les mutilations n'en sont que les formes les moins créatives. Finalement, la meute détruit le traître en le plaçant toujours avec le pieu sur un bûcher consacré. Cet acte est souvent accompagné par une lecture des chroniques de Cain tirées du livre de Nod. Cela rappelle à tous qu'il faut être unis pour surmonter ses ennemis et que le manque de confiance détruit les fondations de la secte. Après la mort ultime, le sabbat poursuit ceux qui ont appris les secrets ou qui ont aidé le traître. La justice de la secte est impitoyable, cette dernière ne recule devant rien pour assurer sa sécurité. Naturellement, le sabbat ne peut pas connaître tous les petits secrets qui filtrent. La frustration engendrée de cette constatation rend souvent les choses doublement douloureuses pour ceux qui sont attrapés. Les ignobilis ritae, contrairement aux auctoritas ritae, ces rites mineurs ou fréquents, varient d'une meute à l'autre. Plusieurs de ces rites apparaissent d'une manière ou d'une autre, ou dans différentes meutes du sabbat, mais d'autres sont régionaux, ou même propres à une seule meute. Le rite d'acceptation. Ce rite accueille un nouveau membre au sein de la meute, reconnaît une promotion ou un changement. Tous les membres doivent reconnaître la nouvelle position du membre d'une manière personnelle, que ce soit par un partage de sang, par un don ou autre. Le membre ainsi accepté doit faire vœu d'allégeance à chacun des membres de la meute, ainsi qu'à la cause de la secte. Par exemple, le vœu d'un nouveau membre véritable peut détailler la gratitude qu'il éprouve envers ceux qui l'accueillent dans sa nouvelle meute et la fierté qu'il ressent après avoir été choisi par la meute et la secte. Le rite d'acceptation diffère du rite de création, car il est plus social que surnaturel. Un membre du sabbat peut avoir bénéficié du rite de création et être snobé par sa meute qui lui refusera le rite d'acceptation. Le rite d'allégeance. Avant le rite d'acceptation, un vampire déjà éteint, mais pas encore membre du sabbat, doit passer le rite d'allégeance. Ce rite est particulièrement important lorsqu'il s'agit d'ex-membres de la Camarilla. C'est un rite long et prenant, et il peut s'écouler 1 an avant que la recrue ne se voie accorder le rite d'acceptation afin de devenir un membre à part entière de la secte. Une partie du procédé implique de placer une marque secrète sur le corps du transfuge. Tatouages, brûlures, cicatrices, etc. À l'aide de la vicissitude, pour que ce soit permanent. Avant de bénéficier de ce rite, l'initié doit se trouver derrière ses camarades de meute durant les auctoritas ritae. Il boit en dernier lors des vols de riz et ne peut pas donner son sang. Il ne peut pas lire les passages du livre de Nod ou en discuter. Le temps nécessaire à confirmer son implication dans la secte lui rend plus difficile de la quitter. Le rite de contrition, ou aussi appelé le rite d'ablution ou d'onction. Même les membres du sabbat commettent des péchés et des fautes, pour lesquels ils doivent se faire pardonner. C'est ce même rite de contrition
un peu comme une confession pour les catholiques. Ce rite est peut-être le plus important des Ignobilis Ritae, car de nombreux inquisiteurs, membres de la Main Noire, prêtres et ductus, ne laissent pas d'autre choix à ceux qui ont fait du tort à la secte qu'entre la contrition et la mort. Tous les membres raisonnables prennent ce rite aussi sérieusement que tous les autres. Il ne continue à exister que grâce à ses bienfaits. Bien entendu, certains membres moins ingénieux font des actes de contrition moins sincères et n'auront plus le choix à la prochaine incartade. Le rite de bienvenue. Ce rite est surtout une convention sociale. Les prêtres y ont recours lorsque deux meutes se rencontrent et doivent passer un certain temps ensemble. C'est le cas lorsque des pèlerins restent un certain temps dans une ville ou que des meutes s'unissent dans un certain but. Ce rite de bienvenue répète que l'idéologie de la secte favorise l'individualisme tout en demandant l'unité pour le bien du sabbat. La plupart des meutes en font un rite informel au cours duquel les meneurs de meutes partagent leur sang sous l'œil des autres membres. Il existe deux éléments récurrents dans ce protocole. Au début du rite, tous les membres doivent s'accueillir individuellement indiquant leur nom et leur maison. Cela donne aux membres une idée du lieu d'où ils viennent et où ils vont. Au plus fort de la célébration, des cadeaux s'échangent. Il peut s'agir d'une arme, d'un traité ou de la tête d'un ennemi. Le cadeau est donné par un membre véritable au ductus de l'autre meute, sous le regard des prêtres. Les ductus et les prêtres se servent souvent de ce rite pour discuter des plans du sabbat. Le rite d'action de grâce. Ce rite est moins une action de grâce qu'une occasion de vanter ses propres exploits. L'action de grâce se fait habituellement sous la firme d'un « je remercie Cain de ses faveurs lorsque je » suite alors un récit probablement exagéré des prouesses du locuteur. Le rite d'action de grâce se fait généralement avant les esbats et autres rassemblements de l'épée de Cain. Le rite guerrier. En temps de guerre, les meutes du sabbat tentent d'accroître leur force et de toutes les manières possibles. Elles ont recours au sens de la camaraderie, que l'on retrouve durant le combat. Ce rite guerrier permet de donner un coup de fouet à la ferveur du sabbat pour l'éradication des ennemis. Ce rite commence par un mantra chanté comme force, feu, muscle et haine. Le battement de tambour, généralement dirigé par le prêtre, accompagne le chant. Les meutes se peignent parfois le visage et le corps avec du sang, de la peinture ou du henné. Le versement du sang. Lorsque deux membres du sabbat ou plus se nourrissent ensemble, ils effectuent parfois le partage de leur repas. Ils disent alors que le sang chaud jaillit d'Abel au moment de sa mort nous nourrisse pour le bien du sabbat. Le rite de furtivité. Pour maintenir le silence, certaines meutes prennent des précautions et inventent des présages favorables. Lors du rite de furtivité, tous les vampires s'entre-arrachent la langue avec les dents et la recrachent dans le feu. Que cela ne provoque pas la perte d'aucun niveau de santé, le saignement et la guérison consomment un point de sang. Le prêtre ou le ductus s'abstiennent généralement de participer pour pouvoir continuer à donner des ordres. Mais certaines meutes ont développé de complexes langues des signes pour pouvoir communiquer silencieusement lorsqu'il le faut. La danse du soleil. La danse du soleil teste l'endurance et la bravoure des Caïnites. Durant ce rite, les vampires se tordent et se tournent dans une danse hypnotique autour de l'inscription du soleil ardent. Cela dure sans interruption du coucher jusqu'au lever du soleil, jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement couvert de sueur. Ce rite a toujours lieu sous une pleine lune. Tous s'habillent pour l'occasion, portent des masques effrayants ou se peignent le corps en rouge. Ils prouvent leur courage en restant debout plus longtemps que les autres. Après une nuit de danse épuisante, un festin de sang suit parfois la danse du soleil, lorsque les vampires doivent regagner l'énergie dépensée durant ce rite épuisant. Le test de la douleur. Le test de la douleur et les prêtres du sabbat utilisent ces rites exténuants pour tester la force et l'esprit de leurs camarades de meute. Les meutes effectuent ces rites de diverses manières. Certaines conviennent aux membres qui veulent devenir meneurs. D'autres sont des punitions. L'une des épreuves est celle de la baguette indienne. La meute suspend le candidat à une poutre en le faisant passer une branche dans sa poitrine. Il y est placé au crépuscule et décroché juste avant l'aube. Les sujets particulièrement brutaux se déchirent la poitrine pour se libérer et peuvent se soumettre à d'autres épreuves. L'épreuve par le feu nécessite que le prêtre brûle légèrement diverses parties du corps du candidat. Fait s'aligner les membres en deux lignes parallèles. Le vampire courant au milieu, se faisant frapper avec les pieds poings couteau par leurs camarades alignés. La bénédiction de la spique. Dans bien des déclarations, le sabbat se compare à un serpent, et de nombreuses meutes pratiquent donc des rites qui impliquent ces animaux. Cependant, ces rites s'adaptent bien aux autres plus traditionnels et au culte de la secte. Le prêtre montre un serpent à la meute,
et demande que l'œil attentif de Cain préside l'assemblée. Puis il embrasse le serpent et le tient devant chaque membre qui doit faire de même. Si le serpent mord un malheureux vampire, cela signifie que Cain lui en voulait pour une transgression secrète ou ancienne. Ce serait donc Cain qui aurait poussé le serpent à agir ainsi. Certains membres du sabbat invitent même des humains à participer à ce rite dans l'espoir que le serpent les morde, signifiant le dédain que Cain a pour les mortels enfants de Seth. Le rite de la vérité révélée. Ce rite s'assure de l'honnêteté d'une déclaration. Il n'oblige pas réellement une personne à dire la vérité. Si un prêtre a un doute sur la véracité d'une déclaration, la victime doit écrire ses affirmations de son propre sang sur un papier que lui tend l'accusateur. Le prêtre brûle alors le papier, parfois dans un encensoir. Si la fumée est noire, la déclaration est fausse. Si la fumée est blanche, c'est la vérité. En fait, c'est le pouvoir de la confiance des autres en leurs camarades qui détermine l'issue de la révélation. Et ce rite est rarement employé dans les cas vraiment litigieux. Les pratiques spéciales de la secte. Nombreux rituels inférieurs unissent le sabbat. Ces pratiques ressemblent aux atours de sociétés secrètes. Elles servent à identifier un individu comme membre de la secte, même si les plus jeunes considèrent ces pratiques comme antiques et démodées. Elles s'avèrent toujours utiles lorsqu'ils rencontrent des familles des vampires étrangers. Le plus grand problème de ces formalités réside dans leur familiarité. Il est peu probable que les membres des différentes sociétés partagent les mêmes manières secrètes. C'est pour cette raison que nombre de membres contestent leur utilisation. Plus un vampire a connu une fin horrible pour s'être montré incapable de montrer la variation régionale que l'on attendait de lui. Le vœu de loyauté du sabbat. Lors des rassemblements, les vampires du sabbat profèrent un credo particulier pour attester leur soutien à la secte. Il inclut l'identification de l'individu, de préciser sa position dans les rangs et de renouveler son allégeance. Le symbole du sabbat. Le sabbat possède un symbole particulier que tous les membres peuvent porter pour être identifiés. Il peut prendre la forme d'un piercing, d'une montre, d'un anneau, d'une broche, d'un tatouage. Ce symbole est souvent porté lors des guerres afin que le sabbat puisse reconnaître ses combattants. Contrairement aux autres secrets d'une meute, ce symbole est universel. Il s'agit d'un acte renversé assorti d'ornements stylisés. L'épreuve de vérification. Pour s'assurer que l'on se trouve en présence d'un autre membre du sabbat, la secte a établi une série de questions pour identification. Le questionnement a lieu dans un endroit où personne ne peut espionner. Cela permet aux membres du sabbat d'être sûrs qu'ils peuvent discuter des affaires de la secte. L'épreuve est toujours infligée aux étrangers qui prétendent être du sabbat et les affaires de la secte ne sont jamais évoquées avant que les deux individus aient passé l'épreuve. Les signes et tags localisés. De nombreuses jeunes meutes ont adopté les habitudes des gangs mortels. Ces meutes ont des signaux uniques et des graffitis dont ils se servent pour marquer leur territoire et leurs membres. Par exemple, les jeunes dieux délimitent leur secteur avec des croix pourpres. La meute des loups s'identifie par un geste de la main en forme de L. La couleur de la secte. En théorie, la couleur de la secte est le pourpre. Les membres qui souhaitent s'identifier peuvent donc porter des vêtements de cette couleur. En pratique, cela arrive peu. De nombreux anciens considèrent qu'il est vulgaire ou enfantin de s'étaler aussi ouvertement. Et nombre de jeunes pensent que cela relègue la secte à un statut de gang, ce qui enlèverait toute signification à la guerre sainte qu'ils livrent chaque nuit. Les adhérents les plus stricts au port du vêtement pourpre sont souvent de jeunes vampires qui apprécient la comparaison avec les gangs, ou ce sont des membres victoriens autosatisfaits qui font comme s'ils maintenaient une ruse subtile mais grandiose. Vous l'avez compris, le sabbat est assez complexe, est assez hiérarchisé. Malgré ses apparences chaotiques, il tient quand même une certaine norme et hiérarchie. On ne fait pas n'importe quoi sous prétexte que nous sommes du sabbat. De mon point de vue personnel, le sabbat est un excellent antagoniste. Surtout pour des joueurs débutants. Les confronter au sabbat directement n'est pas la meilleure des solutions et ils risquent de se retrouver assez vite perdus. De même qu'un jeune maître de jeu devrait juste s'en préoccuper et le mettre en antagoniste sans plus. Sans s'occuper des nombreux rites, sans s'occuper des nombreux clans et lignées, toutes ces variantes. C'est ici la fin de l'épisode. J'espère que vous avez appris des choses, qu'il vous aura plu. Et je vous retrouve pour le prochain épisode sur les anarques. N'oubliez pas d'aller jeter un œil aux 2 saisons de Vampire sur la chaîne Bloodroll. Et si vous voulez me retrouver sur le Discord de Bloodroll, le lien sera en description. C'est avec plaisir. Je vous souhaite une nuit des plus troubles.